Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Il n'y a pas de racines à nos pieds. Ceux-ci sont faits pour se mouvoir. Cette citation de David Le Breton pourrait illustrer la formidable aventure qu'a choisi de vivre mon invité du jour. Partie à pied depuis Toulouse, à la fin du mois de mai 2024, Laura Lalande est en chemin pour rejoindre Varsovie, en Pologne. Un périple long de plus de 3000 km. Elle marche sur les traces de ses ancêtres, qui ont fait le chemin inverse il y a plusieurs centaines d'années. Elle marche pour se découvrir soi, pour développer un autre regard sur le monde et pour porter des messages de paix, d'altérité et d'amour. Faisant étape à Carcassonne il y a quelques jours, nos routes se sont croisées pour donner naissance à cet épisode. Pourquoi décide-t-on un jour de prendre son sac à dos et de parcourir des centaines de kilomètres ? Que trouve-t-on sur le chemin ? Laura répond à ces questions et bien plus encore au micro d'Akiba Plat Podcast. Bonjour Laura. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu ? C'est drôle que tu poses ces questions-là parce que quand on est sur le chemin, ce qui est mon cas en ce moment, je suis donc en train de marcher en direction de la Pologne depuis Toulouse. Et quand on est sur le chemin, souvent, ça se résume à ces questions, les questions qu'on nous pose en tant que marcheur. C'est des questions très simples, c'est vraiment d'où viens-tu, où vas-tu et comment tu t'appelles. Et souvent, je me fais la réflexion, je me dis c'est un peu des... Finalement, on n'a pas besoin de savoir grand-chose quand on rencontre d'autres humains. C'est aussi simple que ça, des fois. C'est aussi simple que ça de se poser ces quelques questions-là et aussi de se demander est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Donc, moi, je m'appelle Laura, je viens de Toulouse. Toulouse dont je suis partie donc à pied il y a 6 jours. Et je marche en direction de la Pologne. Plus précisément, je vais jusqu'à Varsovie, qui est une ville symboliquement forte dans ma famille, puisque une partie de mes aïeux en sont originaires. Et c'est une histoire que j'ai découverte il y a quelques années. Et étant donné que je marche depuis longtemps, hein, comme tout le monde, mais sur les chemins depuis plus de 9 ans maintenant, j'ai ressenti l'appel à aller rencontrer cette histoire familiale très ancienne et à aller la rencontrer à pied et ainsi à vraiment questionner les notions de qu'est-ce que c'est être un étranger, qu'est-ce que c'est être différent, qu'est-ce que c'est changer de terre, qu'est-ce que c'est ma terre, est-ce que ma terre ça existe ? Où c'est que je peux prendre refuge, comment la guerre se passe, comment la paix se maintient. Et c'est toutes ces questions-là, en lien avec l'altérité et les frontières aussi, que je questionne sur ce chemin. Et c'est super beau parce qu'en fait, tu fais un peu le chemin dans l'autre sens pour aller vers la Pologne, enfin le même chemin qu'ont fait tes ancêtres, mais dans l'autre sens. Donc je trouve ça vraiment très, très beau comme démarche. Oui, et de ce fait, je fais donc pour aller jusqu'en Pologne, j'emprunte différents chemins. Parfois, c'est des chemins balisés ou des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou des pistes cyclables comme la Via Rona. Et en réalité, je suis à contresens. Du coup, je suis à contresens de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ça crée quelque chose aussi qui est un peu... comment dire À contre-courant. Voilà, c'est un peu comme le saumon, tu sais, qui va remonter le courant pour aller poser ses œufs là où il est né. Et donc, quelque part, ça demande aussi
les contre-courants existent. Dans tout courant, il y a un contre-courant, mais ça demande aussi une certaine volonté et parfois un certain courage de rester inscrit dans le contre-courant. Oui, complètement. Et alors, pourquoi et comment t'es venue cette idée de marcher? Tu disais que ça fait longtemps que tu marches. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient, cette envie d'aller marcher, d'aller sur les chemins? Alors, la première fois que je suis partie marcher, j'avais 27 ans, c'était en 2015. Et ma vie était un peu une sorte de grand chantier dans tous les domaines professionnels, affectifs, personnels. Et un jour, je suis tombée sur ce proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et en fait, je l'ai un peu pris au mot. En mode, ah ok, bah ouais, là clairement je sais pas où je vais, je sais pas pourquoi je suis faite, j'arrive pas à trouver un métier qui me corresponde vraiment, où je me sente vraiment être alignée avec moi-même. Ok, je vais regarder d'où je viens, et donc j'ai regardé d'où je venais, et c'était Bordeaux, donc je suis née à Bordeaux. Et, et en fait, j'ai senti qu'il y avait aussi besoin d'aller rencontrer l'histoire familiale pour comprendre qui j'étais et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et pour rencontrer l'histoire familiale, donc c'est comme la Pologne, hein, c'est une histoire ancienne, j'avais besoin d'aller créer une fréquence commune avec ces aïeux. Et la fréquence commune de l'humanité, c'est la marche. Et mes aïeux marchaient, moi je marche. Donc j'ai été explorer ce mode de voyage pour voyager sur la Terre, mais aussi entre les époques. Et quelle a été ta première longue marche? Je suis allée à Bordeaux, ma ville natale. Oui, donc de Toulouse à Bordeaux. De Paris. De Paris, effectivement, okay. Il faut le préciser, parce que j'ai vécu les 13 dernières années à Paris. Et ça a commencé comme ça. J'ai eu envie de suivre la tradition des anciens pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc de partir à pied de chez moi. J'habitais à Paris. Il faut savoir que Paris a une très mauvaise réputation chez les pèlerins. Tout le monde m'a déconseillé de partir à pied de Paris. Mais pour moi, ça avait du sens. C'est comme si je partais de moi. C'est comme si je m'offrais la possibilité de me réinventer, en fait, au fur et à mesure que je m'éloigne de chez moi. Et donc, je me suis dit, je veux vraiment le faire. Et ça a été extraordinaire. J'ai vraiment senti, un peu comme je te disais tout à l'heure avant qu'on commence cet enregistrement, hein, j'ai senti les espaces qui se transforment, la ville qui est très très serrée, qui est très chargée en énergie et qui tout d'un coup laisse place à des banlieues qui sont un peu plus ouvertes, qui laissent place à des forêts, qui laissent place à des campagnes. Et petit à petit, il y a comme ça une transformation de l'être qui se crée. Et ça m'a tellement plu que je l'ai réitéré à chaque nouvelle saison pendant près de 9 ans. Donc là, c'est ma 28e longue marche pour aller jusqu'en Pologne. Et comment tu fais le choix en fait des endroits, des destinations où tu vas? Ça, c'est la bonne question. Je ne sais pas si je choisis vraiment en fait. Je ne sais pas si c'est un vrai choix. Souvent, la destination arrive comme une évidence. Je sais que je dois aller marcher jusque-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais le pari qu'il y a une justesse qui m'échappe, hein, que je ne connais pas consciemment, mais que j'ai envie d'éprouver par mon corps, par mes pas. Donc autant mes premières marches étaient vraiment très très généalogiques, très axées sur l'histoire de ma famille, autant les marches suivantes ont accompagné différentes périodes de vie. Et la marche pour ça est extraordinaire parce que on peut aussi bien vivre un deuil sur le chemin que vivre une rupture amoureuse ou que vivre une immense joie. Le chemin va tout accompagner en fait, on peut tout marcher. Et donc de fil en aiguille, j'en suis venue à marcher des choses très différentes et vers des destinations très différentes. Et par exemple, la marche vers Honfleur, je savais que j'étais arrivée au bout de la terre. Je savais que j'étais arrivée au bout de ma terre, intérieurement parlant. J'étais arrivée à une frontière. Et je sentais qu'il fallait que je change d'élément, que j'avais besoin de marcher vers autre chose que la terre. Et c'était la première marche que j'ai fait vers la mer.
Donc là, on a bien compris que tu allais marcher sur la terre de tes ancêtres. Euh, mais qu'est-ce que ça représente, cette marche pour toi? Est-ce que tu recherches quelque chose de particulier? Ou est-ce que tu ne sais pas vraiment et tu verras bien? C'est un peu compliqué comme question. Euh, alors, comme toutes mes marches, cette marche est arrivée comme une évidence. La première fois qu'elle est venue à moi, qu'elle s'est manifestée, c'était il y a plus de 5 ans. J'ai regardé le ciel, j'ai fait mais n'importe quoi. Je dis mais t'es sérieux, je vais pas aller marcher jusqu'en Pologne à pied, mais ça va pas quoi. Je dis, genre au moins je prends un vélo, je prends une calèche, enfin tu vois, on fait un truc différent quoi. Parce que c'est ta plus longue marche. Voilà, Là, ça ouais. sera ma plus longue marche. Mm. Donc sur le moment, j'ai vraiment dit à l'univers no way. Et puis c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, comme à nouveau quelque chose qui devait se faire. Il y a 4 ans, j'ai commencé à apprendre le polonais et l'allemand pour préparer cette marche. Et puis pour différentes raisons, j'ai senti que c'était pas le moment de la faire. Donc je l'ai encore reportée. Et là maintenant, en octobre 2022, oui, j'étais en train de marcher entre Amiens et Lille, c'est ça. Et, et c'est revenu comme une évidence qu'il était vraiment temps d'aller rencontrer cette partie de mon héritage. Alors en fait, mais quand je parle de mes marches en lien avec l'histoire de ma famille, il y a un aspect qu'on peut appeler transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, en fait, c'est un domaine qui considère que on hérite de nos parents, de nos grands-parents et de nos aïeux d'un corps, mais on va aussi hériter de certaines émotions, de certains rêves aboutis, inaboutis, de certains échecs, de certains traumatismes aussi. Mmh. Et le transgénérationnel permet d'aller étudier de près, en posant des questions à la famille ou par d'autres biais, permet d'aller chercher ça. Et de ce côté-là de ma famille, je savais que c'était les artistes. Et je suis moi-même artiste. J'ai une formation de comédienne et je suis écrivaine aussi. Mon premier livre va sortir au printemps prochain, en 2025. Et en même temps, la créativité, pour moi, a toujours été un sujet extrêmement épineux, extrêmement douloureux, dans lequel j'ai rencontré énormément de blocages, à tel point que j'ai plusieurs fois bifurqué, changé de voie, parce que je ne me sentais pas capable de gérer tout simplement cet aspect-là. Et puis, c'est arrivé à un moment où il y avait besoin d'aller vraiment voir de plus près ce qui se passait avec cette créativité qui était tellement rocambolesque. Et à ce moment-là, l'inconscient a fait son job. Tout simplement, c'est arrivé comme une évidence que je devais partir en Pologne sur la trace de ses ancêtres, qui étaient eux-mêmes artistes, et dont j'ai déjà retrouvé quelques traces en faisant des recherches en France, de leur descendance en France. Et est-ce que tu espères ou tu imagines trouver quelque chose de particulier là-bas ou tu te laisses vraiment porter par la vie? C'est une très bonne question. De fait, quand je marche, bon, maintenant dans la vie aussi, parce que je fais de plus en plus d'alliances entre la vie et la marche, mais quand je marche, j'essaie de ne pas avoir d'attente, parce que la vie propose toujours autre chose. La preuve, tu ne devais pas passer à Carcassonne à la base. Exactement, il n'était pas prévu que je passe par Carcassonne, j'ai changé de chemin. Donc j'essaie de ne pas avoir d'attente. Et en même temps, je pense que c'est trop tôt pour savoir. Je sens que c'est trop tôt, je sens que je suis encore trop loin. J'ai commencé à essayer de chercher si j'avais encore de la famille là-bas. Et pour l'instant, les recherches sont muettes. Donc je sens tout simplement que c'est pas le moment. Et que ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste marcher en France, marcher peut-être en Suisse. Et déjà, je sais déjà aussi que... Enfin, je sens, hein, j'imagine,
mais que changer de pays, passer une frontière à pied, c'est la première fois que je vais le faire. Et je pense que ça va aussi faire bouger des choses intérieurement et extérieurement. De toutes les marches que tu as pu faire jusqu'ici, est-ce qu'il y a des enseignements particuliers que tu as pu retirer de ces instants-là, qui sont pour notre société des instants quand même pas communs? Enfin, je veux dire, on ne connaît pas beaucoup de personnes, moi en tout cas, je ne connais pas beaucoup de personnes qui partent comme ça plusieurs mois marcher avec un sac à dos. Voilà, c'est quand même quelque chose, je trouve, de hors du commun. Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as retirés de tout ça, de ces moments en fait vraiment particuliers? Alors des enseignements, on en a quotidiennement sur le chemin, comme dans la vie d'ailleurs. Moi, j'essaye toujours de sentir, de comprendre dans telle situation qu'est-ce qui est en train d'être enseigné. Donc je reçois beaucoup de choses. Le chemin enseigne là où il y a besoin, au moment où c'est juste, sur ce qu'il y a besoin. Je dirais que le plus gros enseignement, ça a été peut-être de faire mes choix et les assumer, quels qu'ils soient. Si je choisis de passer par un chemin pourri, c'est la vie. C'est cette Voilà. responsabilisation en fait de tes choix, quoi. Oui, c'est ça, Ouais. c'est de cette prise de conscience que je suis pleinement responsable à la fois de mon bien-être, mais aussi de mon mal-être, et qu'à tout moment, en fait, je suis libre de changer. Je suis libre de partir d'un endroit où je ne me sens pas bien, je suis libre de changer de chemin. Il y a toujours des chemins de traverse qui existent. Et quand j'écoute cette cohérence intérieure, cet alignement, il y a quelque chose de plus grand qui se déploie, qui s'ouvre. C'est comme là, tu vois, je te parle, j'ai un peu l'image d'une sorte de petit parachute doré, tu vois, qui se déploie au-dessus de la tête et qui t'aide à atterrir en douceur au sol. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'iras pas au sol, mais tu vas y atterrir plus en douceur, parce qu'il y aura des personnes, des situations, des choses qui seront présentes et qui aideront. Donc c'est aussi cette conscience-là que je suis bien plus que ce que je crois, en fait. Mais en même temps, je ne suis pas grand-chose, tu vois. C'est cet écart. Ouais. Et cette peut-être confiance aussi dans la vie, c'est ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure, de se dire, en fait, il y a toujours même s'il arrive des galères et tout ça, il y a toujours des choses qui vont venir t'aider, qui vont se manifester pour te faire continuer, en fait, tout simplement. Et ça, on peut le retrouver aussi dans la vie de façon plus générale, quoi. C'est que des fois, on perd un peu espoir, mais en fait, il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen de trouver, en fait, un autre chemin, ou, comme tu dis, un chemin de traverse. J'adore les chemins de traverse. Oui, en fait, ça dépend comment on regarde les choses. Le chemin entraîne, je trouve, à regarder les choses d'une façon souvent plus profonde, mais aussi à voir les choses comme des opportunités. J'essaie de chercher s'il y a un exemple particulier d'opportunité. Ce dont on parlait justement tout à l'heure avant le podcast, la pluie. La pluie en soi, c'est ultra chiant de marcher sous la pluie. On a froid, on a les pieds mouillés, on flippe pour ses affaires, on se dit « Ah mon Dieu, est-ce que je vais mettre ma doudoune mouillée ce soir, même si je l'ai emballée dans 3 sacs plastiques ?» Voilà, c'est pas agréable. Des fois, au bord de la route, moi j'ai peur que les voitures me voient pas. Enfin, il y a plein de choses. Mais en même temps, les moments où il pleut, c'est des moments où j'ai fait des rencontres humaines extraordinaires. C'est les moments où il y a des gens qui m'ont ouvert leurs portes parce qu'il pleuvait. Et qui m'ont offert un café et des petits gâteaux parce qu'il pleuvait. Et que s'il n'avait pas plu, on ne se serait pas rencontrés. Donc il y a toujours des cadeaux en fait. Même dans les situations pourries, il y a toujours des trésors. Et ça, c'est vraiment un des enseignements aussi du chemin. C'est que même dans les endroits les plus pourris, il y a quelque chose de beau qui se passe. Et encore faut-il les voir, et là je rebondis sur sur les stories que tu publies où tu ramasses en fait des trèfles à 4 feuilles et t'en trouves énormément alors que la plupart d'entre nous n'en voyons pas souvent. Ouais.
Et je pense que ça rejoint cette idée-là de voir, en fait, de prendre le temps de voir aussi les choses autrement. Et je trouve ça super chouette, en fait, que tu arrives à en trouver des dizaines, quoi. Hmm. Oui, alors ça, c'est les trèfles à quatre feuilles, effectivement, accompagnent ce chemin d'une façon, j'ai presque envie de dire, démesurée. Euh, Quelque part, il y a quelque chose en moi qui se dit, je les aime. Je les aime, donc je les vois. Et les trèfles à quatre feuilles, ils m'ont toujours fascinée parce que je trouve extraordinaire que la différence, pour une fois dans notre monde, porte chance. C'est quand même rare de se dire il a quatre feuilles. Bah, les autres trèfles, ils doivent se dire il est chelou, quoi. Et non, en fait, il a quatre feuilles, donc justement, il est rare. Donc justement, il est précieux, donc justement, il porte chance. Et ça, je pense que c'est un enseignement par rapport à tout notre rapport à la différence. Donc oui, les trèfles à quatre feuilles ont été très présents, sont toujours très présents sur ce chemin. J'en trouve des dizaines. Au début, je les ramassais pour les offrir aux personnes que je rencontrais pendant mes conférences théâtralisées. On en parlera peut-être un peu plus tard. Je les offrais donc au public. Et puis très vite, il y en a eu tellement qui sont arrivés là sur ces 6 premiers jours de marche. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas faire un herbier de trèfles à 4 feuilles. Je peux pas garder tous ces trèfles à 4 feuilles pour moi. Et donc je me suis dit, tiens, bah, je vais les offrir. Je vais les offrir aux personnes chouettes que je rencontre, soit parce qu'elles me touchent, soit parce que je les trouve beaux, soit parce que j'ai envie de leur souhaiter des bonnes choses. Et donc, je vis des moments assez hors du temps, je dois dire, parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude d'en voir. Et je vois des yeux qui s'illuminent quand je leur offre des trèfles à 4 feuilles. Ah bah c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de nous offrir en plus des trèfles à 4 feuilles qui portent chance. Par rapport aux trèfles, j'ai rencontré la reine des trèfles à 4 feuilles. Ça a été aussi l'épisode de la semaine dernière. Une dame qui compose des bouquets de trèfles à 4 feuilles. Ah ouais. Oui, oui. Elle avait fait un petit bouquet à l'entrée du camping où j'étais. J'ai dit au tenancier du camping, mais dis-donc, c'est très joli, mais c'est des trèfles à 4 feuilles. Et moi, déjà, j'en avais plein dans mon bouquin, je trouvais ça incroyable. Il m'a dit, oui, oui, c'est une amie qui le fait. Et le lendemain, au bord du chemin, en repartant du camping, je tombe sur une dame, je sais pas, avec une lumière dans son visage, quelque chose de très beau. Et je vois dans sa main un bouquet de trèfles. Et je m'arrête, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette dame a fait le bouquet, je suis sûre que c'est elle. Et je m'approche et je vois que c'est des trèfles à 4 feuilles. Et je lui dis, c'est vous, hein, au camping? Il me dit oui. Et on a commencé à parler au bord de la route. Et elle m'a invité à boire un café chez elle. Et elle m'a offert des savons, des baumes à lèvres, une trousse qu'elle a faite elle-même très belle avec des étoiles. Et c'était une rencontre extraordinaire. Et quelques jours plus tard, j'ai fait une étape dans une abbaye. Et là, cette fois, j'ai offert un trèfle au frère qui me recevait. Et il m'a dit, tu sais, on a une entreprise qui va venir faire un stage à l'abbaye. Ça s'appelle Trèfle Aventure. Et le logo, c'est un trèfle à 4 feuilles. C'est incroyable, ces synchronicités, ouais. Ça a été fou. Ça a été fou. Alors après, peut-être que ce n'était que cette semaine. Hein. On ne sait pas ce que la semaine prochaine réserve. Et pour ça, il faut suivre les aventures de Laura sur son compte Instagram. C'est ça. Alors, tu parles aussi beaucoup du regard que peuvent avoir les gens sur toi, sur ta démarche, ou des fois même du non-regard. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, ce regard? C'est une bonne question. Par rapport au regard, ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure sur ta question sur les enseignements. Je pense, c'est en tout cas ma conviction, qu'on est sans arrêt enseigné. Et que vraiment les enseignements, pour nous aider à grandir, à évoluer, à être plus conscients, plus heureux, plus libres, à avoir plus d'amour, à ressentir plus de joie, les enseignements sont partout en fait. Et quelque part, c'est en lien avec le regard qu'on porte sur les choses. Et si je suis
en conscience que ma boulangère peut m'enseigner en me vendant une baguette de pain, si je suis attentive en fait à ça, je peux vraiment grandir. Je peux vraiment évoluer sur mon chemin et faire du bien au monde. Et ce regard, il est important d'être attentif aux personnes qui sont autour de nous et de sentir aussi qu'elles ne sont pas là pour rien. Et que quelque part, si on se rencontre, c'est qu'on a des choses à s'apporter, on a des choses à s'enrichir, on a des choses à échanger. Donc, c'est vrai que je peux ressentir un peu de déception, de frustration quand je sens que l'échange n'est pas possible, que c'est pas le moment. Je l'accepte parce que ça fait partie du jeu et chacun en est là où il en est de son chemin. Mais c'est vrai que oui, je peux ressentir ça, ouais. Quand la rencontre n'est pas possible, en fait, entre toi et une autre personne. J'aime bien penser qu'il y a toujours des terrains pour se rencontrer. J'aime bien penser que l'humain est fondamentalement bon et que quand on voit le bon en lui et qu'on a envie de l'aider à sortir le meilleur de lui-même, il y a des instants de magie qui se créent. J'aime penser ça. Et je suis triste quand ça n'a pas lieu. Et en même temps, ça fait partie du chemin d'accepter aussi que c'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui maîtrise ça. C'est autre chose. Et c'est l'autre aussi. Et puis avoir des préjugés aussi de certaines personnes, voir en plus une femme qui marche toute seule avec un sac à dos. C'est pareil, c'est pas des choses qu'on voit forcément tous les jours non plus. Donc je pense qu'il y a encore certaines personnes peut-être qui ont des préjugés là-dessus ou qui ont peur aussi de l'inconnu. Je sais pas si tu ressens ça des fois. Alors, être une femme sur le chemin, c'est un passeport qui ouvre beaucoup de portes. Parce que souvent, les gens ont plus peur pour moi que peur de moi. Bon, bref, là, on ne voit pas parce que c'est un podcast, mais si les personnes qui nous écoutent ont regardé la petite vidéo de teasing juste avant, vous allez voir que je fais 1,2 m et que j'ai pas vraiment une tête de méchante. Donc, a priori, les gens n'ont pas trop peur de moi. Par contre, effectivement, ils ont souvent peur pour moi. Et souvent, je rencontre des femmes dans les villages qui me disent « Mais vous n'avez pas peur de marcher toute seule, au milieu de nulle part, comme ça, en tant que femme, avec tout ce qu'on entend à la télé ?» Et quelque part, oui, la première fois où je suis partie, j'avais super peur, bien sûr. Mais ça fait partie du chemin, en fait, de partir avec sa peur. Dépasser la peur fait partie du chemin. Et donc, j'avais très peur au début. Et puis petit à petit, j'ai appris. Le chemin, il est très concret pour ça. Hein. Si tu regardes sans arrêt derrière pour voir si tu es suivi, tu peux pas avancer. C'est très simple. Hein. Tu te casses la gueule, tu te prends un arbre. Ouais, c'est très parlant. C'est très concret le chemin en fait. Hein. C'est pour ça que c'est si puissant. Donc, marcher seule en tant que femme. Et puis après, moi, j'ai la chance de très peu regarder les journaux, de très peu me tenir informée des faits divers atroces qui se passent, parce que tout simplement, j'ai pas du tout envie de nourrir un imaginaire à cet endroit-là. Je préfère continuer à penser que chaque être humain est bon et avoir le meilleur en chaque être humain. Alors, on va passer à des questions plus techniques. Concrètement, comment tu as organisé ta marche ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire je vais faire telle étape, je vais marcher tant de kilomètres par jour Comment tu t'es organisée, voilà, logistiquement, on va dire, pour cette marche jusqu'en Pologne ? Alors, l'humain marche en moyenne à 4 km/h. L'humain chargé marche un peu moins vite. Est-ce que tu sais combien de kilos fait ton sac ou tu l'as pas forcément pesé ? Oui, mon sac est trop lourd. Mon sac est trop lourd et d'ailleurs, ça fait partie des sujets que j'évoquais tout à l'heure dans le live que j'ai donné. Je fais des lives tous les dimanches à 18h pour faire des petits points un peu sur ce qui se passe pendant ce voyage. Et on évoquait justement le fait de renvoyer des choses par la poste quand le sac est trop lourd. Mais bon, le sac est trop lourd, c'est aussi symbolique. Sur le chemin, on dit le poids de ton sac, c'est le poids de tes peurs. Ouais, puis il va s'alléger au fur et à mesure. C'est ça, et quand bien même c'est ma 28e longue marche, j'ai quand même réussi à prendre des trucs en trop. Quand même, il y a encore des trucs que je n'utilise pas, et c'est comme
C'est comme au théâtre, quand tu as un décor de théâtre, tout ce qui est dans le décor doit servir. C'est simple, il n'y a pas un accessoire qui ne sert pas, sinon il n'a aucune raison d'être en scène. Et dans le sac à dos, c'est pareil, on est sur l'essentiel. On est vraiment sur de quoi j'ai besoin pour partir. Donc comment je me suis organisée pour mes étapes? J'ai acheté une très grande carte des chemins de Compostelle en Europe, parce que ça a un côté quand même chouette, les chemins de Saint-Jacques, parce qu'ils sont balisés souvent, parce qu'il y a des gîtes d'étapes, parce qu'on peut rencontrer aussi d'autres pèlerins. On marche sur des territoires où les gens sont plus habitués aux pèlerins aussi. Ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure. Des fois, c'est vrai que j'ai traversé des terres perdues, en fait, puisque comme je fais le pari d'aller rejoindre une destination souvent qui n'a de sens que pour moi, le chemin n'existe pas, c'est moi qui le crée. Donc forcément, en marchant sur un chemin que personne n'a jamais foulé, je passe aussi dans des terres où les gens n'ont jamais vu de pèlerins. Et ça crée des situations souvent ubuesques, rocambolesques, très, très marrantes à vivre, mais très belles aussi. Donc voilà, donc Compostelle, côté pratique. J'ai acheté cette carte-là, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en Europe. Ça m'a permis d'avoir une vision d'ensemble. Et je fais ça aussi quand je fais des plus petites marches. Et on peut faire ça quand on fait des marches de 3-4 jours même. On achète la carte IGN et on regarde un peu on va dire la trajectoire qu'on veut faire. Et après, j'ai commencé par affiner. Alors là, je dois dire, j'ai surtout affiné la France. Je pense que j'affinerai la Suisse au moment où ça sera juste, l'Autriche au moment où ça sera juste, la République tchèque et la Pologne quand ça sera juste. Donc j'ai commencé à affiner en regardant un petit peu quel chemin passait par là, puis en sentant aussi qu'est-ce qui était le plus juste pour moi. Il y a des chemins tout simplement qui m'attirent et d'autres qui m'attirent moins. Donc je me fais aussi ce cadeau de ne pas avoir à me justifier envers moi-même. S'il y a un chemin qui m'attire, j'y vais, c'est tout. Et puis basta. Et ensuite, j'ajuste au jour le jour avec à la fois le GPS et à la fois j'ai fait des photographies de certains guides du chemin. Donc ça me permet d'estimer, on va dire, comme je vais quand même assez loin, moi j'ai 3200 km à pied jusqu'en Pologne, donc parfois les chemins piétons font un peu trop de détours à mon goût, donc j'ai tendance à quand même couper par la route ou emprunter les pistes cyclables qui en général sont assez directes. Est-ce que tu sais combien de kilomètres à peu près tu fais par jour? Ça dépend, Ouais. c'est très variable. Ça dépend déjà si je connais mon étape d'après ou pas. Parfois, je pars vraiment à l'aventure, je dors chez l'habitant, je bivouaque dans des petits villages et je m'arrête quand je suis fatiguée, tout simplement. Si je prévois mon étape, j'essaye de ne pas prévoir mes étapes trop longtemps en avance. J'entends des pèlerins qui réservent leur gîte 2 mois en avance. Je dois dire que je trouve ça un peu dommage parce que on échappe à la réalité du corps, en fait. Et le corps, c'est une réalité sur le chemin. C'est notre allié le plus grand. Et on a besoin de lui tous les jours pour avancer. Et donc, quelque part, moi, je préfère m'arrêter, prendre une pause si le corps a vraiment besoin de repos. Donc, c'est une écoute. Tu t'écoutes beaucoup, c'est ça? Je m'écoute. Voilà, c'est vraiment une écoute du corps. C'est une reconnexion avec le corps qui est très forte et très simple aussi. Donc, mes étapes vont varier, on va dire, entre 11 et 30 km. C'est à peu près ça. C'est très variable, vraiment. Est-ce que ça dépend aussi du temps qu'il fait ou pas forcément? Ouais, si, ça peut jouer quand même. Clairement. Clairement, mais ça dépend parce que quand je marche en hiver, la fenêtre de marche est très courte parce que le jour se lève très tard et se couche très tôt. Quand je marche en automne, c'est un peu plus grand. Quand je marche en été, c'est absolument royal, même si souvent les fortes chaleurs réduisent les journées, évidemment. Mais en été, je peux commencer à marcher à 5h30 du mat et m'arrêter à 13h. Et j'ai fait une grosse journée, je suis super heureuse. Comment tu t'organises pour manger? J'aime beaucoup parler d'alimentation et je me demande comment tu fais, tu vois, pour manger tout simplement le midi quand tu es sur la route, quand tu es sur le chemin, en fait. Est-ce que tu prévois à l'avance ou est-ce que ça dépend vraiment de ta journée? Enfin, dis-nous un peu comment tu t'organises. Alors, concernant l'alimentation, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, parce que je n'exclus pas d'autres façons de voyager, évidemment, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours dans mon sac 2 repas d'avance. Donc moi, j'opte pour les galettes de maïs parce que je trouve ça super digeste et très léger.
Et je trouve que ça tient quand même. Et je prends des rillettes de thon pour la même raison, parce que je trouve ça assez léger et ça tient bien au corps. Ça permet d'avoir de l'énergie pour marcher. Ensuite, j'ai toujours des fruits secs avec moi. J'ai toujours beaucoup d'eau. En France, on n'a pas trop de soucis pour remplir des bouteilles d'eau dans les cimetières, chez les particuliers, dans les bars. Enfin voilà, partout, l'eau est en général potable. Concernant l'alimentation, voilà, ce qui va le plus manquer à mon sens sur le chemin, ça va être les fruits et les légumes. Et c'est pour ça que c'est très agréable quand on est invité chez des particuliers, soit à manger un repas, soit à boire un café. C'est que, voilà, on passe souvent dans des petits villages où il y a des boulangeries, donc c'est génial, on achète des trucs très très gras qui font très plaisir à notre enfant intérieur. Mais pour ce qui est de l'équilibre alimentaire, voilà, il y a une petite pénurie de fruits et de légumes parce que c'est quasiment intransportable. Donc moi, le seul truc que j'arrive à transporter, c'est le concombre, et qui se garde et qui tient un petit peu, mais c'est très fragile quand même. Euh, et puis après, j'essaye toujours de garder mes 2 repas dans le sac, c'est-à-dire si je trouve un autre repas, je vais plutôt prendre l'autre repas, de façon à ce que ça arrive vraiment. Si par exemple je traverse 4-5 jours, des fois il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien, 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 rien. Ouais. Et là vraiment j'ai besoin d'avoir ces repas-là. Ouais, c'est une sécurité aussi pour toi d'avoir de la nourriture en rab dans le sac, quoi. C'est ça. Ouais. Mais tous les marcheurs le font pas. Hein. Ouais. Tous les marcheurs le font pas. Moi c'est ma sécurité. Et ça c'est très important quand on marche aussi, de s'écouter sur c'est quoi mes besoins de sécurité. Ouais. Et de pouvoir les écouter et les satisfaire au mieux. Alors justement, est-ce que tu aurais 3 conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans une longue marche? Et déjà, c'est quoi une longue marche pour toi? Combien de kilomètres à peu près Est-ce que c'est en termes de kilomètres d'ailleurs ou pas? Je suis pas sûre. C'est peut-être plus en termes d'état d'esprit. Pour moi, une longue marche, c'est à partir du moment où on dort un soir sur le chemin. Il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, vous qui nous écoutez, je vous encourage de tout mon cœur à partir, si vous ne l'avez jamais fait encore, dormir au moins une nuit sur le chemin. Ça change beaucoup de choses. Donc 3 conseils à une personne qui partirait sur le chemin. Les peurs, s'il y a des peurs, elles sont là et c'est ok. En fait, dépasser les peurs fait partie du chemin. Ne pas attendre de ne pas avoir de peur pour partir. Sinon, on partira jamais. Sinon, on ne part pas. Et les peurs ne partent pas non plus. Donc, autant partir avec ses peurs. C'est ça. Et les laisser en chemin. Exactement. Et les laisser en chemin et voir tout simplement qu'en fait, de la façon la plus naturelle du monde, elles vont se transformer. En deuxième conseil, je dirais, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Tu es capable d'aller beaucoup plus loin que ce que tu crois. Tu es capable de négocier, de rencontrer, de faire confiance beaucoup plus que ce que tu crois. Et ça, tu pourras le savoir que quand tu seras parti. Ce que tu vas découvrir de toi-même en chemin, tu ne peux pas le savoir maintenant. Donc n'essaie pas de le savoir, ne te prends pas la tête avec ça. Tu découvriras en chemin. Un troisième conseil, ça serait de bien s'entourer avant de partir. Donc ça suscite 2 points très précis. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'associations d'amis du chemin. Il suffit de taper sur internet Amis du chemin 2 et là on rajoute le nom de sa région. Et là on tombe sur des associations de pèlerins qui ont vraiment pour vocation, pour mission de soutenir les départs. Donc ils vont répondre à toutes les questions, qui vont avoir des listes d'hébergement spécifiques à ce chemin-là, avec des noms de famille, de personnes qui accueillent dans les villages, avec des numéros, avec vraiment plein de choses et surtout qui vont beaucoup nous aider pour se lancer. C'est aussi ces associations-là qui délivrent la fameuse crédentiale, le petit passeport du pèlerin, dont on a besoin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'on fait tamponner chaque soir pour dire qu'on est bien un pèlerin. Et par rapport à l'environnement, le deuxième point vraiment important, c'est protéger votre projet. C'est-à-dire, c'est comme tu disais tout à l'heure, Audrey, c'est pas courant, surtout si on est une femme, de vouloir partir comme ça toute seule sur les chemins.
Et ben moi, la réalité que je vis, elle n'a rien à voir avec celle que les médias disent. Et c'est pour ça que j'ai autant à cœur de témoigner de ce monde-là et de dire qu'il existe et qu'il est beau. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un idiot hein, et ne se méfier de rien. Mais ce monde existe et il est beau. Donc protéger le projet, c'est-à-dire faire attention à qui on en parle. Parce que les proches, par souci de sécurité et d'amour, risquent de projeter des peurs sur nous. Donc voilà, protéger le projet le temps qu'il y a besoin. Et puis au moment de se lancer tout simplement. Et le dire un peu au dernier moment, peut-être aussi. Peut-être aussi. Quand on a suffisamment construit pierre après pierre sa confiance intérieure en soi-même, en le projet. Alors on arrive bientôt à la fin de cette interview. Tu nous parlais tout à l'heure des conférences que tu donnais sur le chemin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors ces conférences, c'est des conférences théâtralisées qui sont nées de vraiment l'envie de partager ce monde authentique, ce monde d'humanité simple, ce monde qui est vraiment à portée de main, mais qu'en fait souvent on ne voit pas parce qu'on est trop occupé dans nos soucis quotidiens, qui sont nombreux hélas, hein, on a tous des choses différentes qu'on porte. Mais voilà, donc c'est parti de cet élan du cœur de témoigner de ce monde de beauté et de solidarité qui existe, qui est vraiment là, et qu'il ne tient qu'à nous de faire grandir en fait, tout simplement. Donc moi j'ai eu envie d'inviter un certain nombre de personnes qu'on peut appeler un public à prendre part à une étape de mon chemin. Donc je vais faire ces conférences théâtralisées à pied, ça fait partie du projet intégral. Et quand j'arrive, je plante vraiment ma tente sur scène, donc sans les sardines, hein, rassurez-vous. Mais je vais vraiment mettre la tente avec le duvet, le tapis de sol. À la fin, ça fait tente expo, tout le monde peut visiter, c'est très drôle et puis ça permet aussi de répondre aux questions pratiques. Et puis, c'est aussi ma loge pendant le tout début de la conférence. Donc c'est le décor après, mais c'est aussi ma loge. Et en fait, ça me permet aussi de sentir l'énergie du public. Parce que c'est quelque chose de se dire, je marche vers des personnes qui m'attendent. Je ne les connais pas encore, mais on est déjà reliés. Il y a déjà un fil doré qui existe entre mon cœur et leur cœur. Et en fait, on va déjà on sait tous et toutes, alors qu'on ne se connaît pas, qu'on va vivre quelque chose ensemble. Et que ça va être fort. Et qu'on va parler de quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas courant, qui n'est pas très connu en plus, de ce chemin. Donc quand je suis dans ma tente, moi en train d'attendre que les gens arrivent dans ma loge donc, et j'entends les gens qui arrivent et je suis excitée comme une enfant, j'ai tellement hâte de rencontrer ce public. Et je fais le pari en fait que les thématiques que je rencontre pendant ma journée de marche sont les thématiques que je vais aborder avec le public. Parce qu'il y a énormément de thématiques qu'on peut aborder sur la marche, hein, vraiment énormément. Moi j'ai fait une sorte de mind map très grande où du choix de la destination au poids du sac en passant par les rencontres et les interventions divines et les grosses galères, il y a des choses à dire. Et donc je fais le pari que tout ce que je vis avant de rencontrer ce public-là, c'est le sujet à aborder. Donc j'ai une sorte de structure déjà établie pour la conférence et au fur et à mesure de la journée, je vais ajouter différentes choses. Des fois il y a des rencontres, des fois même je rencontre des gens que des gens du public connaissent aussi, c'est très drôle. Et puis voilà, c'est ce partage-là qui est simple et qui est vivant, avec ce qui est vivant sur le moment. Donc tu ne donnes jamais la même conférence en fait, si j'ai bien compris. C'est comme le chemin, c'est 100% sur mesure. Mais il y a toujours une structure établie qui permet d'avoir un cadre. Parce que la rivière, si elle n'a pas de lit, c'est une flaque. Et donc ces conférences vont être jouées, j'en ai déjà joué quelques-unes avant de partir. Elles vont être jouées tout au long de la longue marche, donc de Toulouse jusqu'à, enfin maintenant Carcassonne jusqu'à Varsovie. Et elles vont être jouées en France, en Suisse, elles peuvent être disponibles en anglais. Et c'est des conférences qui peuvent s'organiser même une quinzaine de jours avant, ça fonctionne. Donc si vous qui entendez ce podcast, vous sentez un appel, quelque chose qui résonne quand vous entendez parler de ça,
Sachant qu'évidemment, il y a beaucoup d'anecdotes aussi et de réflexions qui viennent de mes anciennes marches, que je tisse à tout ça. N'hésitez pas à me contacter, vraiment ça sera avec joie de co-créer un moment ensemble sur le chemin. Super. Et justement, comment on fait pour te suivre, pour suivre tes aventures, pour te contacter? J'ai une page Instagram, laura.lalande avec 2 E. Une page Facebook, Laura Lalande, autrice et conférencière. Mon site internet, laura-lalande.com. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Voilà, et vous pouvez aussi me soutenir tout au long de ce chemin. C'est écrit sur mon site internet, il y a un petit onglet. J'ai imaginé justement un endroit où on puisse se connecter tout au long du chemin, qui à la fois puisse moi m'aider à couvrir mes besoins financiers et concrets et matériels tout au long du chemin, parce que c'est aussi un aspect du chemin, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est aussi une question qui revient souvent, combien ça coûte d'aller sur le chemin? Et c'est vrai que ça a un coût, mais par rapport à ça, j'ai eu envie aussi d'imaginer que ce chemin puisse apporter quelque chose aux personnes qui le soutiennent, et donc d'envoyer des cartes postales tout au long du chemin, pour envoyer vraiment l'énergie du chemin aux personnes qui soutiennent le chemin. Donc ça, c'est disponible sur mon site internet. Vous allez trouver un petit onglet « Me soutenir » avec des petits cœurs autour. Voilà, et ça sera vraiment très joyeux pour moi de recevoir votre amitié par ce biais-là. Super, merci beaucoup Laura. Je suis vraiment contente d'avoir pu croiser ton chemin, croiser ta route ici à Carcassonne. Donc merci beaucoup d'avoir pris du temps pour témoigner de tout ce que tu vis. Et moi, en tout cas, je suivrai avec passion toutes tes aventures jusqu'à Varsovie. J'ai hâte de découvrir ça un peu tous les jours. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cet épisode? Merci infiniment, Audrey, de m'avoir... Déjà, c'est ce que je t'ai dit en arrivant, d'avoir osé me contacter alors qu'on ne se connaissait pas. Qu'on a une relation en commun qui s'appelle Amandine et que d'ailleurs je salue au passage et je remercie du fond du cœur aussi. Donc vraiment, merci d'avoir osé, merci de m'avoir contacté et de m'avoir accueilli sur ce podcast qui a quand même un nom extraordinaire pour un pèlerin, puisque c'est ce qu'on peut se dire tout le temps, c'est qu'ok, maintenant ça va, quoi. Maintenant tout va bien. C'était Akiba Plat, le podcast à l'accent chantant, 100% Occitanie, pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre un like et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide grandement à soutenir mon travail. Et pour suivre les coulisses du podcast, abonnez-vous à Nature Audrey, Natur-8 Audrey, sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous et à très vite!